vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Bah, on y est enfin, Bien sûr. depuis le temps qu'on devait faire cette interview. Je suis très contente d'être aujourd'hui en ta présence Sentiment partagé. pour parler d'art, pour Mhm, parler de parcours de vie, d'émotions, de santé mentale surtout. mhm, Alors, il y a 2 ans, mhm, tu nous dévoilais ton premier piece of work, mhm, voilà, mhm, ton premier EP, Hibernation. mhm, Et Hibernation, c'était vraiment introspectif, c'était mhm, fort, c'était cru. Il y a 2 jours, je revoyais le film et il y a une phrase d'introduction qui m'a beaucoup frappée quand tu as dit que des cauchemars, des rêves, je n'en fais plus depuis longtemps. mhm, Est-ce que tu peux nous ramener à cette période mhm, de cauchemar, justement comment est-ce que ça se matérialisait? Comment est-ce que tu la vivais? mhm. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Midori à l'époque? À cette période. Oui, Donc on revient en arrière, on oui. vient en 2023. Mhm. Et 2023, je pense, ça a été une très grande année de transition pour moi. Ouais. 2023, j'ai eu 25 ans déjà. Mhm. 2023, j'ai eu mon diplôme. Oui. Et 2023, j'ai eu l'impression que ma vie commençait à 25 ans. D'accord. Et sans savoir quand cette année avait commencé, Mhm. d'une manière très fluide, avec énormément de, comment dire, de bons pressentiments, de nouveaux projets à venir. Mhm. Je ne savais pas que 3 mois après, Ouais. j'allais tomber malade. Waouh. D'accord. Donc, je suis tombé malade, j'ai eu des migraines. Mhm. Moi, dans mon cursus, j'ai eu énormément de migraines à des périodes de ma vie, dès que je commence à sentir de la fatigue ou dès Mhm. qu'il faut changer complètement Mhm. quelque chose. Et j'ai accueilli ces migraines-là Mhm. différemment. Donc pour toi, quand ton corps ou quand ton esprit n'est pas en phase avec quelque chose, il se manifeste par... C'est ton corps qui te le dit par des migraines. D'accord. C'est ça, par des migraines, Ok. tout de suite. Mhm. Donc ça vient me signaler quelque chose, il y a quelque chose qui ne va Il y a pas. quelque chose qui va. Et pour une fois, je ne savais pas, parce que je n'étais pas fatigué. Oui. Tout avait l'impression de bien se passer, Mhm. parce que j'étais là où on m'avait dit d'être. Oui. Et j'étais pas là où je voulais Où tu être. Et voulais c'était être. vraiment ça le problème. Mhm. Donc après, s'en est suivi énormément de choses. J'ai Mhm. eu à démissionner de mon travail. Et j'ai eu Mhm. à prendre des décisions pour moi, pour une fois. Ok. Et ça n'a pas été forcément du même avis des gens qui sont autour de moi. Mhm. Parce qu'à cette période, j'étais un people pleaser. Ok. Donc j'étais là pour accomplir ce que les parents ont dit d'accomplir, ce que les Mhm. gens ont dit de faire, Oui. se faire aimer par tout le monde. Mhm. Finalement, je me suis rendu compte que je m'étais perdu. Et le D'accord. chemin que j'étais en train d'emprunter Mhm. n'allait pas forcément, à la longue, Mhm. être quelque chose de positif pour moi-même. Donc il Mhm. fallait que je me rétracte. Oui. Donc c'est à ce moment-là. J'ai l'habitude d'utiliser le mot hibernation Mhm. quand je fuis mes amis, Oui, quand je oui. veux rester chez Tu moi un peu. retournes dans ta coquille, C'est tu te coupes ça. un peu du monde. Merci. Oui, Pour me voilà. retrouver, pour me Mhm. recharger. Mhm. Mais cette hibernation, elle est différente. Oui. C'est que cette hibernation, c'était l'hibernation de trop ou bien Mhm. vraiment l'hibernation La plus longue? la plus longue Ok. et celle qui allait Mhm. vraiment me transformer réellement La transformation dans l'isolation. dans Et l'isolation. j'aimerais bien qu'on revienne sur ce thème-là qui a été vraiment prédominant, on va Mhm, dire, dans Hibernation, quand on mhm, regarde The Visual EP. mhm, Justement, quand tu te coupes du mhm, monde, quand tu te ressens sur toi-même, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois toi en mhm, tant que Boni Asso ou mhm, est-ce que c'est là que Midori naît mhm, pendant cette hibernation? mhm, Et donc, est-ce que tu te sentais comme un imposteur ou juste simple spectateur de ta vie jusqu'à cette période-là? mhm. C'est une très bonne question. D'abord, je vais dire que hibernation, moi je m'inspire de la nature, hein. D'accord. Moi, la nature, Le Midori, souvent, le vert, c'est le ça? ver, Mhm. Midori, et Mhm. hibernation, l'ours. Oui, L'ours, parce que je pense qu'on est tous en train de survivre, en fait, oui, finalement, cette finalement. vie. Mhm. Et chaque animal a Mhm. trouvé son moyen de survivre. Il y a Effectivement. la migration chez les oiseaux, Oui. mais moi, j'ai été plus touché par Mhm. l'hibernation de l'ours. Mhm. De me dire que je me coupe du monde pendant une période, Mhm. avec toutes les ressources dont j'ai besoin. Mhm. Je finis de régler ça, Oui. et puis maintenant, je peux devenir une nouvelle personne. D'accord. Donc déjà, c'était ça le sens d'abord de l'hibernation. Mhm. Ensuite, l'hibernation, comme tu l'as dans la question pour répondre à ta question, quand je viens de mon hibernation, je suis Boniasso. Oui, d'accord. Là, c'est toi, c'est l'être humain, Là, c'est c'est moi, l'individu. c'est ça, c'est l'individu, c'est l'ivoirien, Mhm. de père et de mère, C'est voilà, c'est ma avec sa culture, vie, avec sa ses vie, réalités. avec Ok. sa réalité. Mhm.
Mais quand je sors de chez moi, c'est Midori, en Midori. fait. Midori, c'est vraiment le masque que je porte pour Mhm. pouvoir, en fait, vivre en cohésion, en fait, finalement, avec tout le monde. Oui. C'est ça, c'est vraiment ce mécanisme de défense-là. Donc, l'hibernation me ramène vraiment à qui je suis. Qui tu es. Et disons il y avait un déphasage, c'est que Mhm. je pouvais être moi-même entre quatre murs, Oui. mais je me suis rendu compte que ça allait m'empêcher de vivre, en fait, finalement. De juste être toi dans un cercle ou Dans un dans un cercle, cocon, mais c'est pas aux ça, yeux du monde. c'est ça. Quel a été pour toi à l'époque Mhm. l'événement ou l'élément déclencheur de cette hibernation, si tu t'en souviens? L'élément déclencheur, Mhm. je pense que c'est quand j'ai quitté mon travail. D'accord. Si on revient à ça, Oui. Mhm. c'est que quand j'ai quitté mon boulot, Mhm. j'ai vu pour une fois autour de moi, là où moi je pensais que c'était mon bon intérêt de le faire, Oui. tout le monde autour n'était pas d'accord. Mhm. Et pour une fois dans ma vie en tant que people pleaser, Mhm. je me suis détaché de la vie des gens qui étaient autour de moi. C'est que je me suis dit, tu as l'impression que je fais le mauvais choix, Oui. mais je vais quand même le faire parce que c'est le bon choix pour Pour moi. moi. Et je D'accord. pense que ça a été l'élément déclencheur. Mhm. Dès que ça a été déclenché, Oui. j'ai voulu retourner finalement à qui j'étais. Mhm. Parce que je ne savais plus qui j'étais en fait à cette période-là. Crise d'identité? Crise d'identité. J'avais tellement pris de tout le monde, Oui. des visions de tout le monde, que moi-même je ne savais même plus où j'allais aller. Oui, et c'est très facile de se perdre justement dans le bruit du monde, de ce que Mhm. les gens sont toujours, on peut dire, fixés sur une version de toi qu'ils trouvent idéale, ce que tu es à leurs yeux et ce que tu devrais être et qui fait sens pour eux. Merci. Donc justement, c'est comme une déchirure ce que tu as vécu. C'est ça. Comment tu t'es senti quand tu as réalisé, d'accord, j'ai pris cette décision, Mhm. elle aura forcément un impact sur ma vie, quel qu'il soit, je suis en accord avec ça, mais le monde autour de moi ne l'est pas. Donc ça peut être des proches, ça peut être des collègues, ça peut être des gens qui t'ont vu évoluer. Intérieurement, comment tu vis ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens très mal. Je suis en conflit avec moi-même. C'est qu'il y a une partie de moi qui dit, ils ont peut-être raison. Mais il y a quand même ce feu intérieur là qui me dit que continue en fait. Vis dans cet inconfort. Donc j'avais une bataille interne en fait, Est-ce que finalement. pour toi, c'était une question de survie? Donc si tu n'avais pas fait ce choix, on n'aurait pas vu l'artiste ou tu ne serais pas, tu serais une version de toi-même peut-être que tu regretterais? Oui, D'accord. clairement. Si j'avais pas fait ce choix, déjà Hibernation même ne serait même pas sorti. Oui. Ça c'est un. Parce que Hibernation à la base, Oui. c'était mon dernier projet en fait. Mhm. C'était mon tout dernier projet. Pour moi, la musique s'arrêtait là. Est-ce que tu étais dans une phase de renoncement Mhm. ou de tristesse quand Oui. tu t'es dit ça? Est-ce que c'est justement à cause des critiques que tu recevais et tu t'es dit il faut que je me coupe de la musique? C'est à cause des critiques Mhm. et surtout, j'avais l'impression que Mhm. euh, mon énergie n'allait pas réellement dans le meilleur des sens en fait. Finalement, j'avais réussi à croire tout ce qu'on m'avait dit. Donc, tu le croyais. C'est ça. Oui. J'avais réussi à croire, donc je me suis dit, tu sais quoi, fais ce dernier projet-là Mhm. pour honorer Midori, pour honorer qui tu es, Mhm. et puis on s'arrête là, en fait. Donc voilà comment... Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Oui. Donc j'ai dit, tu sais quoi, on va faire hibernation, Oui. on va guérir, Mhm. et puis après on s'arrête là, quoi. Il n'y a plus rien, tu vois. Oui. Et l'hibernation, c'est vraiment l'hibernation de Midori, parce que j'ai commencé étant Midori. Et Midori, disons, il est né du syndrome de l'imposteur. D'accord. Donc je ne me sentais pas vraiment légitime à faire de la musique. Et donc j'ai créé Midori pour lui donner toute cette personne artistique en fait que j'arrivais pas à assumer. Donc c'est comme ça que je commence avec Midori. Donc finalement, je me suis dit bon, je vais tuer la personne artistique là et puis moi en tant que Bonnie, je vais continuer ma vie. D'accord. Mais voilà. Je crois que le choix que tu as fait était audacieux et courageux parce que il y a cette idée là aussi dans Hibernation de se regarder soi-même dans un miroir et de fix yourself, te réparer. Donc est-ce que tu considères que à cette période-là, tu t'es réparé justement, tu t'es regardé? Qu'est-ce que tu as vu quand tu t'es regardé dans le miroir? J'ai vu une personne qui était blessée. Et je pense que c'est quelque chose dont je ne m'en rendais pas compte. Il y a un thème qui me saute, j'essaie de m'en rappeler, mais qui parle de dépression joyeuse, on va dire.
Donc moi, je suis la personne qui suis toujours là pour les gens, vraiment toujours joyeux. Si tu vas mal, c'est moi que tu vas appeler. Mais tu vas jamais te demander Et toi, comment tu vas? si réellement, voilà, si moi je vais réellement bien. Oui. Et très souvent, donc j'avais ce masque-là d'être toujours là, toujours présent, toujours joyeux, mais à l'intérieur, quand je revenais avec mes bagages à la maison, tout m'attendait là en fait, finalement. Donc quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu une personne qui est très blessée. Très blessé, un enfant qui est blessé, un enfant où il y avait beaucoup de manquements, beaucoup de fureur, de haine, contre énormément d'événements qui se sont passés. Ouais. Et c'est tout ça là, en fait, qui finalement était un trop-plein, qui m'empêchait d'avancer, en fait, dans ma vie. Et donc, quand j'ai eu à constater ça, je suis passé par énormément d'émotions. Énormément d'émotions. Et la première, c'était de tomber, en fait. Tout simplement. C'est parce que la tristesse, la colère, tout ça mélangé. Je me suis dit, tu sais quoi, mieux je tombe. Et je pense que l'hibernation, c'est ça aussi. C'est que quand je me suis vu devant le miroir, je me suis dit, pour une fois, pour la première fois de ma vie, tu vois, quand on te pose la question, ça va, ça va, tu dis ça va. Ça. Pour la première fois de ma vie, je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, tu ne vas pas bien. Et ça a été là le déclic. Ça a été là que les choses ont commencé à changer finalement. Je pense que c'est la meilleure partie de cette hibernation. D'accord. Et justement, donc, tu assumes que tu ne vas pas bien. Tu décides de prendre les étapes nécessaires pour aller mieux. Et quand tu le fais, tu te retrouves dans le silence, tu te coupes du monde. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu pardonnes peut-être? Tu te pardonnes à toi, tu pardonnes aux autres? Tu perds. Il y a aussi cette idée de j'ai tout perdu. Tu as, comme les serpents, tu as shed your skin, tu as fait peau neuve. Mais en faisant peau neuve, tu as renoncé aussi à certaines choses. Il y a cette idée de renonciation, de silence, de perte. Perte peut-être d'amis, perte de certaines choses auxquelles tu t'accrochais. Et comment tu te sens à ce moment-là? Surtout quand tu dis c'est difficile de réaliser qu'on est toxique envers les autres, mais toxique aussi envers soi-même. Et qu'est-ce que, pour toi, c'était quoi cette toxicité? Comment est-ce que tu t'en rends compte? Et qu'est-ce que tu fais à partir de là pour changer, pour être Midori? Alors, c'est vrai que c'est pas facile de se dire qu'on est toxique. Et surtout, comme tu dis, c'est qu'au début, tu te dis que tu vas perdre tout ce que tu as, tout ce beau monde, les avantages, les faveurs, tout ce que tu veux. Et Mais à quel prix? c'est ça, en fait. Et finalement, je me suis dit, même dans la même image de se regarder dans le miroir, je me suis dit, il faut que tu sois vrai avec toi-même. Tu ne vas pas continuer de te trouver des excuses. C'est vrai, tu as des blessures, tu as énormément de choses, mais ça ne justifie pas ton mauvais comportement ou bien ta manière de concevoir les choses. Il faut savoir gérer tes émotions. Donc, j'ai été vraiment franc avec moi-même. J'ai été vraiment franc avec moi-même. Franc avec moi-même, de me dire que il faut absolument que tu te rendes compte que ton comportement là, c'est ça qui est le réel problème. Parce que c'est facile de blâmer les autres. C'est facile de se lever pour dire non, c'est toi le problème, c'est à cause de toi. Non, c'est à cause de toi. Mais finalement, quand il faut se poser le doigt sur nous-mêmes, on trouve maintenant des excuses. On dit non, j'ai été blessé, non, j'ai ceci, non, j'ai souffert. C'est pas toi ceux qui a souffert sur la terre. Là. Il y a des gens qui ont énormément souffert, mais qui ont quand même fait le choix de bien se comporter, de prendre leurs responsabilités. Donc, je me suis dit, le côté people pleaser, il faut le couper. Il faut arrêter de le normaliser. Dans le sens où être là pour les gens, c'est vrai, c'est une vertu, c'est quelque chose de bien. Mais à la fin, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te draine en fait. C'est censé t'apporter quelque chose. Moi, c'était le contraire. C'est que je suis là pour les gens, je suis un people pleaser, je fais ce que les gens me disent de faire. Le bon enfant. Le bon le enfant. syndrome du bon enfant. Merci. Pourquoi? Alors, pour terminer avec hibernation, il y a cette idée de « je suis un capricorne élevé par des boomers ».
Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifiait en grandissant, cet écart entre les générations? Comment tu l'as vécu? Et en tant que Capricorne, comment ça se manifeste? En tant que Capricorne, déjà, je suis quelqu'un qui aime bosser. J'aime travailler. I love to do the job, tu vois. Je n'ai aucun mal à travailler. Oui. Donc, avoir une mère boomer, c'était vraiment encore plus... quelqu'un qui allait venir me mettre la pression encore plus. Parce que sa génération, c'était il faut aller travailler. Ah oui. C'était la résilience. Même quand tout ton corps te fait mal, il faut aller t'asseoir là-bas. Donc, elle m'a vraiment transmis ça. Mais quelque part, ça m'a rendu perfectionniste. Parce que j'avais le goût d'aller au bout des choses. Et ça a fait que j'avais du mal souvent à commencer certaines choses parce que je me disais que ça n'allait pas donner forcément ce que je voulais que ça donne. Et là où la musique aussi m'a aidé à combattre ce côté perfectionniste, c'est que pour l'anecdote avec Hibernation, je l'ai enregistré sur mon téléphone avec mes écouteurs. Tous mes projets, podcasts pratiquement, c'est comme ça que je les ai enregistrés. Donc, dans l'idée de quelqu'un, d'un Capricorne qui a été élevé par un boomer, j'allais vouloir aller dans un studio bien chic là, enregistrer, mix mastering, quelque chose de quali, tu vois. C'est ça. Et c'est là où la musique m'a aidé à combattre un peu ce côté perfectionniste. C'est qu'il fallait que je fasse avec ce que j'ai finalement et puis me donner la largesse d'évoluer au fur et à mesure. Donc voilà un peu pourquoi j'en parle dans Hibernation, parce que quelque part ça a été une croyance limitante un peu qu'il fallait que je combatte pour pouvoir évoluer, m'étendre, voilà, en tant que personne et en tant qu'artiste aussi. D'accord. Voilà. Alors, on sort d'hibernation et on plonge dans Rédemption. Okay. Et quand on sort d'hibernation, on a l'impression que maintenant, Midori se choisit. Il ne fait pas les choses pour être choisi et accepté par les autres, mais met un point d'honneur à s'aimer lui, à être lui-même. Et on rentre donc dans Rédemption. Et dans Rédemption, projet que j'aime beaucoup, nous avons assisté à la listening party que j'ai vraiment aimé. Les paroles des chansons pour moi sont très introspectives, percutantes, mais elles sont moins tristes. Et on a cette idée d'être reconnaissant, d'aimer, de donner aux autres, de l'amour aux autres, de pardonner aussi. Il y a des paroles assez fortes, comme celle où tu dis que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas réellement oublier quelqu'un qu'on a aimé. Voilà, on peut ne plus se parler aujourd'hui, ne plus être dans la vie les uns des autres, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se souhaiter du mal. Et je résonne un peu avec ces paroles-là. Et donc, dans ce projet Rédemption, c'est toi en train de te reconstruire. Tu n'es plus blessé, mais tu es dans un entre-deux. C'est ça. Comment tu rentres dans ce projet? Dans quel état d'esprit? Au niveau de tes émotions, de ta santé mentale, où est-ce que tu en es? Dans ta vie, donc toutes ces pertes qui ont eu lieu pendant Hibernation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans Rédemption? Alors, Rédemption, ça a été une expérience assez bouleversante pour moi. Parce que quand je faisais Hibernation, pour moi, c'était mon dernier projet. Je ne voulais plus faire de musique. Pour moi, c'était fini. Quand j'avais sorti Hibernation, je me disais qu'on s'arrête là. Voilà, et puis on continue de vivre. On va profiter de notre argent et puis on va vivre notre vie, en fait. Et donc, j'avais plus ce souffle-là de vouloir faire de la musique. Mais une chose qui a changé ma mentalité avant de commencer l'année 2024, 2025, pardon, c'est l'avant-première pour le film Hibernation. Après l'avant-première, j'avais un sentiment que je n'avais jamais ressenti avant. Le fait de partager mon expérience, ma vie, en musique, en visuel, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je continue. Et j'avais encore d'autres challenges. Parce que Hibernation, c'est la partie où, finalement, je me suis vu dans le miroir, vulnérabilité et tout ça. Mais à la période de la transition entre Hibernation et Rédemption, les nouveaux problèmes qui sont venus, parce que quand ça vient de régler un problème, il y a d'autres problèmes qui arrivent, c'était les émotions. C'est que j'avais mes émotions, je savais ce que j'avais ressenti, je savais dire que ça, j'étais anxieux, ça, j'étais angoissé, ça, je suis en colère, ça, c'est des trucs que je n'avais pas à faire. Hibernation m'a permis de le faire. Maintenant, c'est bien, je connais mes émotions, je sais, mais il y avait d'anciennes rancœurs, anciennes colères
ancienne, voilà, que je portais encore. Quand j'ai commencé l'année, j'avais une rage. J'étais énervé. Je ne savais pas d'où ça venait, c'est ça. Je voulais tout casser. Tu me dis, il était têté en même temps. Donc, il fallait que je gère ces nouvelles émotions-là. Parce que quelque part, là où j'avais l'impression que ça me donnait un moteur de repartir de l'avant, il y avait une partie aussi qui me bloquait, en fait, vis-à-vis aussi des personnes avec qui je ne parlais plus, avec qui ça s'était mal passé, avec qui j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps, et toutes ces choses, le fait que je m'en voulais, parce que j'en voulais aux autres, certes, mais je m'en voulais, réellement je m'en voulais à moi-même, d'avoir accepté de me laisser marcher dessus, manquer de respect et toutes ces choses-là. Donc finalement, je voulais casser, en fait, je voulais casser des... je ne vais pas dire le mot, mais je voulais tout briser, tu vois. Mais je crois que c'est là que cette colère, elle est bonne. C'est ça. En fait, c'est un indicateur que, peut-être que je deviens enfin moi-même. Merci. Parce que ce qui ne me révoltait pas, ne me gênait pas avant, me révulse aujourd'hui. Merci. C'est pas agréable, c'est sûr, mais c'est une étape nécessaire pour grandir. Voilà. Te rendre compte que, attends, mais peut-être que là, on m'a manqué de respect. Peut-être que là, on ne m'a pas respecté. C'est comme ça, j'étais en mode, non, on ne m'a pas du tout respecté, en fait. Et là, je voulais déjà... Donc, ça a fait que après ça, j'ai eu des messages de gens que je côtoyais, où j'ai eu pas d'autres personnes que je connais. On dit, telle personne dit, tu ne lui parles plus, telle personne... C'est toujours comme ça. Jamais m'envoyer le message après, on fait votre parole après. Mais... c'est ça, en fait, ça a commencé, telle personne tu ne lui parles plus, telle personne tu ne lui parles plus. Et ça a fait que ça m'a permis en tout cas de me questionner sur l'état de mes relations aussi. Et de voir que peut-être que le blocage avec certaines personnes, c'est parce que j'avais aussi de vieilles rancœurs qui faisaient que je ne voyais plus autre chose en fait. Donc ça m'a poussé à apprendre une chose, en tout cas ce parcours de rédemption, que j'appelle un parcours, parce que hibernation c'était chez moi, rédemption je suis sorti en fait de chez moi. Le pardon. Ça a été vraiment le point focal de cette rédemption, le pardon. Et pas le pardon qu'on accorde aux autres, mais celui qu'on accorde à soi. Voilà. Je me pardonne de ne pas avoir été moi-même, de ne pas m'être honoré, d'avoir accepté de la violence de la part des autres envers moi-même, d'avoir accepté l'inacceptable. Le pardon également donc pour les actes passés, pour les comportements passés, envers les autres aussi. Et finalement, on repart avec une certaine sérénité quand on écoute le projet Rédemption. Et enfin, on a l'impression que l'artiste s'assume, ça se voit même dans les visuels, et à la fin, s'accepte. À la fin, c'est comme un gros câlin de Boni Yasso à Midori. Et je trouve que c'est très important et c'est une image positive que ça renvoie non seulement aux autres artistes comme toi, mais aux gens en général qui ont peur. La peur, on la retrouve partout, dans les relations, au travail, dans la société, dans la politique, dans tout. Et c'est cette peur-là, des fois, qui nous empêche d'agir pour notre propre intérêt. Et ça demande du courage. Donc quand on écoute les deux projets de bout en bout, on se rend compte que dans le fond, c'était du courage. Le courage d'être soi. C'est ça. Même en sachant que ça risque de choquer les gens, de les frustrer, de les fâcher, de les rendre même agressifs. Mais tu restes toi. Et donc, finalement, quelle est la synthèse de ces deux projets en un mot, en quelques mots, pour toi, d'hibernation à rédemption? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens sur ces deux projets-là? Sur ces deux projets, je vais dire aux gens de ne pas avoir peur de tomber. Parce que ça fait partie de la vie. Là où aussi, si on revient sur le Capricorn and Boomer, c'est que je n'avais pas le droit de faire des erreurs dans cette éducation-là. Donc, ça a fait que j'avais du mal, finalement, à me tromper. Il fallait que tout soit parfait. Et quand c'est comme ça, tu nourris un ego en fait. Et les gens autour aussi nourrissent un ego en toi pour dire, oh, telle personne. On commence même à te comparer aux gens. On dit, tu ne peux pas faire comme tel, tu peux pas faire comme tel. Et à un moment donné, toi-même, ça nourrit un ego chez toi. Et tu commences à gonfler sans t'en rendre compte en fait finalement. Donc ça te rend c'est une personne qui a du mal à se remettre en question, qui a du mal à voir ses failles, alors que ça fait partie de toi. Donc tu vas que les masquer et tu vas te présenter avec le masque finalement de beauté, tu as séduit tout le monde là,
Mais derrière ce masque, il y a une autre personne qui souffre, qui a des blessures et qui va attirer des gens, mais qui ne pourra pas les garder autour d'elle. Donc, n'ayez pas peur de tomber. Ça, c'est un pour Hibernation. Et même quand on tombe, il faut se relever. Comme je disais, je voulais arrêter la musique, je voulais tout arrêter, mais il fallait que je me relève de cette expérience. Et c'est Rédemption qui est moi qui me relève, en fait, finalement. Moi qui retourne, qui me rend compte que c'est pas fini, en fait. Tant que tu respires, tant que tu as envie, même si ça va prendre 10 ans pour te relever, peu importe le temps que ça va prendre pour te relever, il faut absolument que tu te relèves. Il faut absolument que tu continues. Parce qu'on est venu sur la terre, là, on ne fait rien de bon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. L'être humain ne fait rien de bon. À part on est d'accord. Abîmer la nature. À part abîmer la nature, on ne fait rien de bon parce qu'on n'est pas parfait, finalement. On n'est pas fait pour être parfait. On n'est pas fait J'aimerais pour que les être gens parfait. finissent par le comprendre. On est fait pour évoluer. Merci. Et faire ce qui nous fait se sentir bien. Et être dans une énergie qui nous correspond. Quand tu parles, par exemple, du fait de ne pas être autorisé à échouer, ben, la réalité de notre monde, c'est que si tu n'échoues pas, tu n'apprends pas, tu n'évolues pas, tu ne t'améliores pas. Et aussi, je crois que la plupart des gens ont plus peur, en fait, d'échouer devant les autres. Pas forcément d'échouer, mais plutôt d'échouer devant les autres. Le qu'en dira-t-on et tout ça. Je ne pense pas qu'il existe, même chez les multimilliardaires, une personne qui n'a jamais échoué à quelque chose ou qui n'a jamais été naturellement douée à quelque chose. Et ça, c'est très important de souligner. Quand on est artiste aussi, j'ai l'impression qu'on change, on évolue tout le temps. Et ça, c'est très important. Donc la rédemption, c'est une phase de vie, c'est un état qu'on vit un peu tous. Quand on essaie de redorer son image, de reprendre sa vie en main ou de repartir à zéro. Et voilà, c'est comme froisser une feuille de papier, la jeter et hop, tu en prends une autre. C'est ça. Ou juste, tu la ressors de la poubelle, tu l'étales et tu dis, bon, ok, qu'est-ce que je fais à partir de ce qui est froissé et ce qui semble abîmé. Et c'est très important. Alors, avant de passer statistique à ton environnement ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'aimerais te demander quelles sont tes inspirations dans la musique. Quelles sont ces figures, on va dire, qui t'ont poussé aujourd'hui à exprimer ton art ou qui ont donné cette orientation aujourd'hui à ta musique en matière de sonorité, en matière de rendu, de visuel. Alors, pour mes influences, on va aller à mon tout premier EP que j'ai sorti en 2020. C'était Jill Scott. Jill Scott, moi, vraiment, mes influences musicales sont très afro-américaines. C'est là-bas que je vais puiser. Parce que tu chantes en anglais. Merci. Je me rappelle aussi que tu es un fan incontesté de Queen Bee. Beyoncé, oui, on en vient, t'inquiète. Donc, mon premier EP, c'est vraiment Jill Scott. Une chanson qui s'appelle A Long Walk, que j'utilise à travers ce EP-là. Ensuite, il y a Erykah Badu, qui est la figure de mon deuxième EP. C'est vraiment deux figures musicales qui m'ont nourri. Il y a India Arie aussi. Donc tout ça, on plonge toujours dans la néo-soul, dans la soul. Et on a Stevie Wonder. Stevie Wonder que j'adore de ouf. Et on revient à Beyoncé. Beyoncé, c'est vraiment... Je pense que musicalement, c'est pas forcément celle qui m'inspire le plus. C'est plus au niveau de la work ethic, au niveau de la star presence, l'aura en fait, et au niveau de, un peu comme elle s'appelle, Nicki aussi, c'est que c'est deux artistes qui n'ont pas peur de faire différents styles. La versatilité, c'est ça. C'est que très souvent on met un artiste dans une boîte, voilà ce que tu dois faire, R&B, et puis tu fais tes R&B jusqu'à la fin de ta carrière, comme des stars comme Brandy et tout ça là, qui ont eu du mal à se renouveler. Mais quand tu prends Beyoncé, c'est quelqu'un qui a fait tous les styles musicaux en fait. Tous les styles musicaux, elle a fait. Rocco. Elle n'a pas eu peur d'être expérimentale. Merci, elle n'a pas eu peur d'être expérimentale parce que c'est un langage aussi. Donc, en fonction de ce que tu veux dire, tu vas choisir un style en particulier. C'est ça. Donc, c'est vraiment se permettre d'étendre son champ créatif et ne pas se restreindre en fait en mode non, comme on me voit comme ça, il faut que je reste comme ça. Effectivement, voilà. C'est s'enfermer dans une boîte et
Et pareil, toujours dans cette idée d'évoluer, d'évolution, si tu acceptes ce que le monde reflète sur toi, si tu le deviens et tu as du mal à en sortir. Et justement, quand on écoute Rédemption, je sens ces influences dont tu parles là. Le son a l'air beaucoup plus affirmé et mieux construit que dans le premier projet, qui est aussi très bien. Au niveau des sonorités, je sens le Erykah Badu. Je sens beaucoup le Erykah Badu dans Rédemption et c'est juste harmonieux. Je pense que c'est un projet qui s'écoute très facilement, qui te plonge dans la réflexion, justement comme la musique d'Erykah Badu. Et c'est important d'avoir ça dans notre génération. Des sons qui sont certes bien écoutés, qui te mettent à l'aise, que tu peux mettre dans la voiture, que tu peux mettre pour réfléchir, pour étudier, mais en même temps qui te poussent à l'introspection. Pas juste à danser. Je pense qu'il y a de tout. C'est ça. Il faut de tout pour faire un monde. Et donc, aujourd'hui, quand tu sors d'un projet comme ça, quand tu as toutes ces influences-là, et tu dis, bon, moi, je veux chanter en anglais à Abidjan. Comment ça se passe? Comment c'est accueilli? Voilà. C'est énormément de doutes, on va pas se mentir. C'est que quand tu commences, tu te dis que, qui va écouter en fait? Donc, quand je commence à écrire en anglais, parce que moi, au niveau de ma démarche artistique, comme je te disais, rien n'est calculé en fait. C'est mes émotions, c'est mon vécu, c'est ça que je raconte. Donc si c'est décidé de sortir en anglais, ça sort en anglais. Voilà, donc j'ai commencé comme ça naturellement. Mais c'est vrai qu'au moment de les poster, je me suis posé la question, qui va écouter en fait finalement? Mais je me suis dit, tu sais quoi, on est dans Midori, en ce moment c'était Midori. Donc c'est la persona de Midori en fait. Midori n'a pas peur, Midori s'en fout un peu du regard, lui il fait sa chose en fait. Et puis en 2025, soyez bilingue s'il vous plaît. Mais si soyez bilingue un peu. On est fatigué. On est fatigué. Donc ça fait que, c'est pour ça que tu vas voir au fur et à mesure dans mes visuels que j'ai sortis depuis Hibernation, il y a la traduction en français. Au cas où tu ne maîtrises pas forcément la langue, quand tu es en train d'écouter les paroles en anglais, tu peux te référer quand même aux mots français pour comprendre un peu le sens. C'est ça. J'ai essayé quand même de mettre cet aspect. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait énormément de doutes. Donc je me suis persuadé que, ok, il faut le faire. J'ai essayé aussi d'écrire en français plusieurs fois. Malheureusement, ça a été un échec. C'est le langage qui te permet de mieux traduire tes émotions. Merci. Et peut-être un choix stratégique aussi dans une carrière. Aussi, mais aussi parce que l'anglais, le message est universel. Et moi, j'ai ce but-là, en fait, de parler à tout le monde, en fait. Et je trouve que le français, c'est juste à une certaine communauté francophone que tu t'adresses. C'est ça. Alors que l'anglais, j'ai l'impression de parler à tout le monde. Et tu as raison de ne pas t'être limité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui mélangent non seulement les genres, mais aussi les langages. Par exemple, on a là l'album de Rosalia Lux qui sort avec de l'allemand, du catalan, de l'anglais, de l'italien. Enfin, elle n'a pas eu peur, elle a brisé les codes. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. On se plaint beaucoup que la musique, l'industrie de la musique, pour la plupart, est devenue redondante. Mais je pense qu'il faut des gens comme toi, ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, qui brisent les codes et qui n'ont pas peur, justement. Et après, nous, ça nous fait de la bonne musique à écouter. On se plaint pas. On se plaint pas. Alors maintenant, on va rentrer dans un aspect beaucoup plus introspectif et local. Alors, dans la musique ivoirienne, quelles ont été tes influences ou les artistes auxquels tu t'identifies avant nous, dans notre génération? Et quelle place pour toi, quel a été ton parcours justement dans cette industrie quand tu as commencé? D'accord. Voilà, qu'est-ce que tu as observé? En Côte d'Ivoire, j'avais du mal à me voir en fait. Parce que la musique que je fais, soit elle a puisé ailleurs. Ici, je pense que la personne, par exemple, qui a eu une référence un jour, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est José, par exemple. José a dit qu'elle écoute India Harry. C'est une des artistes avec laquelle elle veut faire un featuring. Le jour où j'ai entendu, ça dit, quoi? En Côte d'Ivoire, ici, il y a des gens qui écoutent India Harry. J'étais choquée, tu vois. Mais je m'inspire aussi parce que moi, c'est génération coupée décalée. On a dansé sur coupé décalé. Moi, j'ai envie de faire coupé décalé à un moment de ma vie. En tout cas, faire de la fusion avec ce genre-là. C'est ça. Donc, coupé décalé, on a dansé sur Mewe. On a dansé sur... J'aimais bien
j'aimais bien écouter Nayan Kabel. Je ne sais pas si tu connais Nayan Kabel. Non. Nayan Kabel, c'est une chanteuse ivoirienne, je pense du temps de nos parents, là. Oui. Donc, qui a failli même avoir une carrière américaine. Parce qu'il y a des producteurs qui sont venus la chercher ici, qui étaient intéressés et tout ça. Donc, elle a des chansons incroyables. Tu connais la chanson Iwasado? Iwasado. Oui. C'est elle qui a chanté Iwasado. D'accord. Donc, c'est des chansons où, à ces périodes-là aussi, ils chantaient en langue quand même. Donc, malgré qu'ils adaptaient ça à de la soul, ils mélangeaient ça aussi à des instruments qu'on avait localement, que ce soit le tambour, la kora ou tout ce que tu veux. Oui. Donc, ils mélangeaient tous ces instruments-là avec leur propre langue pour chanter des chansons quand même qui étaient souvent inspirées des musiques occidentales, étrangères. Oui. Quand tu prends Ernesto DJ, c'est vrai que le rythme, c'est de chez nous, mais dans sa posture, même dans comment il s'habille, tu as l'impression de voir, je ne sais pas, un chanteur britannique de ce temps-là. Il y avait, comment il s'appelle, aux États-Unis, celui même qui a inspiré Michael Jackson. Comment il s'appelle? J'ai essayé de me rappeler, mais qui est un des pionniers du showman, en fait, aux États-Unis. Et donc, c'est un peu ça, cette culture-là, quand même, qui m'a inspiré. Et ici, donc, ça fait qu'ici, en Côte d'Ivoire, à cette période où il y avait coupé-décalé, il n'y avait pas trop de rap, il y avait quand même Kiff No Beat. Il n'y avait pas énormément de rap à cette période. Oui. C'était encore timide. C'était encore timide, c'est ça. Donc, j'étais encore dans ma bulle et j'ai commencé sur les réseaux. Et il y avait quand même un petit groupe ici à Abidjan. Je ne sais pas si tu connais le Garage. Oui, Garage. Le Garage, c'est ça, avec Tidiane. C'est ça. Donc, c'est par là, je pense que c'est eux qui m'ont repéré à cette période parce qu'on se suivait sur les réseaux. Et c'est là qu'ils ont créé des premiers événements pour des artistes underground et tout ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à peut-être rencontrer un public, faire des premières scènes. Ma première scène, par exemple, je l'ai faite par Candy Côte d'Ivoire, Mano, coucou Mano, qui a créé le musée éphémère de la musique à l'INSAC. Elle a fait ça à l'INSAC, où ça retraçait toute la période musicale de la Côte d'Ivoire, vraiment des bas-fonds là-bas avant jusqu'à maintenant, où le rap, je pense, commençait quand même à devenir pas quelque chose, mais commençait à avoir un nom. Gagner en popularité. C'est ça, en popularité. Donc, elle a créé ce musée-là et par chance, elle m'a contacté pour pouvoir rester là-bas. Donc, c'est là que j'ai fait ma première scène et après, ça s'est enchaîné, Garage, j'ai fait quelques premières parties, une première partie, après j'ai fait un événement. Donc, c'est comme ça que j'avais l'impression d'avoir une certaine visibilité, où j'avais l'impression d'être accepté dans un groupe, finalement, moi qui avais été longtemps rejeté. Ta scène. Merci, ma scène. Et je me disais que, bon, on est tous là pour le même objectif, donc on est bien partis. Et puis finalement, bon, bref. On va en parler justement. Alors, comment a été ton parcours dans la scène underground à Abidjan? Quelle a été ton expérience? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu en retires? Et à partir de là, quelle est la trajectoire? C'est quoi la suite pour Midori, artistiquement parlant? Je pense il y a eu quand même beaucoup de bienveillance. Oui. Beaucoup de bienveillance parce que c'est pas évident. C'est pas évident de créer des événements autour de personnes même que, voilà. Je sais qu'à cette période, il y avait quand même Alex. Alex, c'est la star de l'underground à cette période, qui est toujours une star incroyable. Mais il y avait ce groupe-là. J'étais vraiment dans ce cocon-là, avec tous ces artistes-là. On faisait des scènes, tout ce que tu veux, tu vois. Mais à un moment donné, je pense, moi-même, ma vie était un peu compliquée avec le travail, la santé mentale et physique. Donc, ma vie même était un peu déjà compliquée. J'étais assez frustré. Et mon échappatoire, c'était la musique. Donc, à un moment donné, quand tu veux t'échapper, tu veux aller dans ton échappatoire et tu vas être frustré là-bas encore, c'est double peine. Donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de me retirer juste un peu. D'accord. Vraiment me retirer juste un peu pour me focus un peu sur moi. Je pense que c'était la période 2022-2023 où vraiment après hibernation, tout s'est enchaîné. Donc, c'est une période un peu où j'étais un peu en retrait après quelques expériences qui, pour moi, ne se sont pas bien passées. Aujourd'hui, je n'ai vraiment aucun problème, tout ce que tu veux. Parce que Rédemption, vraiment, on a nettoyé tout ça, tu vois. On s'est lavé de beaucoup de choses. On s'est lavé de tout ça, c'est ça. Mais ça a été très compliqué. Donc, après ça, quand j'ai essayé de revenir un peu,
j'avais l'impression que je n'avais plus ma place, en fait. J'avais plus la place à la table. Donc, il fallait que je trouve la force en moi, finalement, d'être moi-même mon artisan et de construire ma table. Au lieu de chercher à avoir une place à la table. À la table des autres. C'est ça, j'ai décidé de moi-même construire ma table. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure des expériences, j'ai eu à rencontrer Lucie. Lucie qui m'a permis de faire, après cette période-là, et ça a été une période assez compliquée au niveau des amis. J'étais dans un drame, pas comme tu veux, un drame bien, tu vois, après, on fait ça, après la caméra. Mais j'en parle dans ma Safe Place, sur mon compte YouTube. Safe Place, l'épisode où je parle de rupture amicale et tout ça, où j'en parle. Donc, c'était une période assez compliquée. J'étais dans un look béret. Donc, Lucie m'a permis de me réaffirmer, en fait. Parce qu'elle m'a invité à un événement où je devais être MC, où ces gens qui ne voulaient pas me voir allaient être là-bas, tu vois. Donc, il fallait que je trouve le moyen d'avoir la force d'aller chanter, d'aller danser. Donc, ça s'est super bien passé. Ça, c'était un moment qui m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que Lucie est dans Hibernation. Et ensuite, j'ai eu à chercher la confiance en moi, de me dire que mes projets ne vont pas forcément ressembler à ce qui se fait. Mais il fallait que je solidifie dans mon esprit que c'est moi, en fait. Et même si ça ne parle pas tout de suite, même si ça ne parle pas à tout le monde, ça va parler forcément à certaines personnes. Donc, j'ai eu à recontacter des personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours, notamment Dave, avec qui j'ai fait le film, notamment Lucie, j'ai parlé de Lucie, notamment Benny qui a fait la cover, les 2 covers même de Rédemption et Hibernation. Donc, c'est des personnes qui, à cette période où j'ai l'impression que le monde entier m'en voulait, il y a des personnes qui avaient vraiment vu la personne derrière le masque. Donc, c'est des gens qui m'aimaient pour qui j'étais finalement. Donc, c'est ça. Donc, c'est avec ces gens-là que j'avance depuis Hibernation. Et puis, on est là jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas où on s'en va. Oui, mais en tout cas. Parce que cette période m'a appris le lâcher prise aussi. Donc, je ne suis plus en mode non, c'est comme ça. Se détacher du résultat. Se détacher du résultat et puis vivre le moment présent. En fait. Voilà un peu. Donc, il ne faut pas avoir aussi... Donc, c'est toujours cette idée de peur, la peur de ne pas être aimé, apprécié. C'est ça. Il y a un livre là-dessus, The Courage to be Disliked. Bien sûr. Et la peur du conflit. Le conflit n'est pas toujours une mauvaise chose. Moi, je pense que le conflit t'aide à grandir, à t'affirmer, comme tu dis. C'est ça. Et il y a une chose qu'on nous répétait souvent quand on était petit, mais je pense qu'on n'en saisissait pas l'ampleur. On est nombreux sur Terre. Ah non, on est vraiment nombreux sur Terre. Pour 10 personnes qui ne t'aiment pas, à tort ou à raison, bien sûr, il y en aura forcément 5, 6, 15 autres qui vont t'apprécier pour des raisons différentes. Donc, à moins que toi-même, tu ne sois pas à l'aise avec le fait d'être seul, normalement, ça ne devrait pas t'inquiéter plus que ça. Mais ça reste humain. Quand tu perds des gens avec qui tu as passé des moments, tu as des souvenirs, tu as bâti des liens, c'est jamais agréable. Peu importe ce qui s'est passé, mais tu restes une personne à part entière, tu restes toi. Et le toi d'hier ne sera pas forcément le toi de demain. Donc les gens qui sont capables de te voir tel que tu es et de t'accepter dans chaque étape, c'est des personnes à chérir. Et le lâcher prise, ça veut dire que tu ne sais pas pour ton art comme pour ces relations-là qu'est-ce qui va se passer. Mais tu les chéris. Tu les chéris et tu continues d'avancer avec. Et ça joue un grand rôle, je suppose, dans ton art, dans ta santé, notamment mentale, dont on va parler maintenant. Alors, j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de santé mentale de manière générale à Abidjan. Et dans le milieu artistique, qu'en est-il? Et à ton avis, pourquoi? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des artistes fuient un peu la santé mentale. Ils fuient leur santé, ils fuient qui ils sont. Pourquoi? Parce que du coupé décalé, on a appris. C'était le yé-vivé, c'était... à ce moment-là, tu vas te poser question de savoir si tu vas mal. Non, tu t'en danser le soir, tu fais le champagne. Tes problèmes. Merci. On a eu cette culture-là. Parce que aussi, le coupé décalé est né à une période où la Côte d'Ivoire traversait des crises politiques intenses. Donc, la danse, là, est venue un peu chambouler un peu. Disons, permettre au corps au moins de se sentir bien. Parce que psychologiquement, c'était une telle violence pour le peuple qu'ils avaient décidé de sortir en fait de leurs conditions là et puis s'amuser. Voilà comment le coupé décalé est arrivé et puis on a décidé de danser. Les boîtes de nuit étaient pleines à craquer. Les boîtes de nuit étaient pleines à craquer, les maquis. On a une culture de l'amusement. Pourquoi? Parce qu'on a réellement souffert. Mais maintenant que ces périodes-là sont passées, le cerveau, là, il a quelque chose. Il oublie. C'est comme s'il oublie, en fait.
ça reste enfoui, mais on n'a pas l'impression. Il faut que tu ailles vraiment mettre le doigt dessus pour te rappeler que, ah ok, peut-être que c'est à cause de ça. Donc ça fait que on a du mal avec la santé mentale ici, parce qu'on n'en parle pas, même dans les chansons. Qui en parle? Personne. Tout ce qu'ils vont dire, c'est reste courageux, reste résilient. En fait, c'est cette idée de, ok, une chose s'est passée, elle m'a fait du mal, mais donc on laisse la phase de ressentir et d'être vulnérable et on passe directement moi, ça m'a rien fait. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup ce genre de musique parce que ça te booste, que ce soit pour le sport, pour la vie en général. Quand tu n'as pas envie d'être dans un état vraiment dépressif, d'apitoiement sur ton sort, c'est des musiques qui sont bien à passer, et qui te rendent confident, qui font que tu as confiance en toi. Mais en même temps, tout ce que tu n'affrontes pas ou que tu n'adresses pas, ça te rattrape toujours plus tard. Ton corps te le rappelle, même ta réaction par rapport à certaines situations te le rappelle. Et donc, toi, ton approche, elle est très dans la guérison. Quand on lit les textes de hibernation et même de rédemption, c'est prendre le problème à bras le corps et mettre des mots sur les émotions. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui change. Bizarrement, on aime écouter des artistes comme Jhené Aiko, on aime écouter des artistes comme ou encore comme Demi Lovato, Lady Gaga, mais ce sont des personnes qui écrivent, certes de la musique commerciale, mais qui écrivent beaucoup de musique sur ce qu'elles ressentent. On n'a aucun mal à le consommer à l'international, mais chez nous, on a du mal à réellement le faire, l'exprimer. Dans la scène underground, j'ai l'impression que les artistes sont beaucoup plus en phase avec leurs émotions quand même. Bien sûr, beaucoup. Voilà. Et écrivent, pour celles et ceux que je vois en tout cas, y compris toi. Alors, est-ce que c'est des sujets dont vous parlez souvent entre vous? Est-ce qu'il y a cette démarche de vouloir briser un peu les tabous autour de la vulnérabilité dans l'écriture, dans les sonorités? Est-ce qu'il y a un safe space aujourd'hui pour les artistes underground en Côte d'Ivoire pour parler de santé mentale? De santé mentale, non. Pas encore. Il n'y en a pas encore, parce que l'artiste aussi, c'est malheureusement, on a cette conception-là que c'est celui qui doit faire rêver. Oui. Donc ça fait qu'on se construit sur notre ego en fait. On se construit sur le masque de beauté dont je parle. Donc on doit être bien présentable, bien présenté. On doit être celui qui est vertueux, qui est né comme ça, genre God-giving en fait, tu vois. Il faut entretenir un certain mystère. Donc ça fait que naturellement, tu ne vas pas venir forcément parler de tes vulnérabilités quand tu portes ce masque-là en fait finalement. Donc ça fait que certains artistes ne peuvent pas s'asseoir et réellement parler de leur vulnérabilité. S'ils ne parlent pas de ça dans leur musique, on est d'accord que ça sera difficile de venir s'asseoir. Parce que quand tu as sorti une chanson, que tu dois aller la défendre à Showbuzz, ils ne vont pas te demander, vont pas te demander est-ce que ta santé mentale, ça va, dans quel état d'esprit tu étais pour créer ce projet. Personne. Eux, ils vont te parler de chiffres, ils vont te parler de trends, TikTok, ils vont te parler que de chiffres de succès. Donc ça fait que l'artiste va plus se tourner vers ces canaux-là que de parler de vulnérabilité, parce qu'il va plus chercher la rentabilité que l'impact. Et c'est ça la différence. C'est ça. Donc, il y a un problème vraiment au niveau de la santé mentale. Il n'y a pas d'espace pour en parler. Et moi, j'ai constaté ça et je me suis dit, tu sais quoi? Et surtout que je suis assez vulnérable dans l'art que je fais, je me suis rendu compte qu'on a énormément de pression. Pour un artiste, par exemple, où on n'a pas d'industrie en Côte d'Ivoire, là, mais on parle d'underground, là même, là. C'est artiste de Cocody. On regarde, c'est dit la vérité. C'est artiste de Cocody. Underground, il n'y a vraiment même pas d'industrie telle quelle, tu vois. Donc, ça fait que, comment est-ce que d'abord tu finances ce que tu fais? Comment est-ce que tu manges de ce que tu fais? Comment est-ce que tu te projettes avec ce que tu fais? Il y a toutes ces angoisses, anxiétés que tu vis. Il y a la pression familiale. Parce que tu ne peux pas faire de la musique naturellement comme ça en Afrique. Je vais te lever quand tu as dit que... C'est souvent mal vu. C'est souvent très mal vu. Ou un cadre qui te permet de Merci. Ou s'il y a des artistes dans ta famille, et même moi j'ai un artiste dans ma famille, mais malgré ça, c'est mal vu en fait, tu vois. Parce que il n'y a pas, j'ai l'impression, tu me diras, mais j'ai l'impression que là où ailleurs on allie beaucoup le côté stratégique, le côté business à la démarche artistique, ici ce n'est pas encore vraiment le cas. C'est ça. Il n'y a pas encore de cadre pour accompagner les artistes de cette manière-là. Il n'y a pas de moyens en fait. Il n'y a pas encore de moyens. Donc ça, je retire l'événementiel bien sûr là-dedans. Mais
pour un artiste, par exemple, qui est indépendant, aujourd'hui, je suppose que tu es un artiste indépendant, oui. Tu n'as pas l'intention de signer avec un label Pour le moment, pas vraiment. Cette liberté artistique-là, je y tiens. J'y tiens, mais en même temps, on est dans une ère musicale où, avant, tu vois, les labels prennent quelqu'un, peut-être comme moi, comme ça, qui est brut, oui. Et puis je te façonne, tu vois, je te crée. Artist development. Artist development, ça n'existe plus dans notre ère. Maintenant, là, débrouille-toi, tape ton tam-tam. Si le son est arrivé vers eux là-bas, maintenant ils viennent. Maintenant, c'est à ce moment-là, toi, tu dois être stratégique. Te dire que c'est une collaboration. Il ne faut pas être dans le manque en mode, non, tu es venu me sauver de quelque chose. Non. Tu te sauves toi-même. Non, quand tu es arrivé là, tu vas me montrer ton contrat, je vais bien lire, et puis on va se serrer la main, 50-50, on passe, gagnant-gagnant, tu vois. C'est un peu cette ère musicale-là. Je ne suis pas fermé, et puis à la collaboration. À la collaboration, d'accord. Aujourd'hui, pour toi, quelles sont les plus grandes barrières psychologiques pour les artistes? Pour les artistes, je pense la vulnérabilité. La réelle vulnérabilité. Vraiment se présenter sans le masque. Sans le masque. Parce que le masque, c'est vraiment celui qu'on met pour faire le show. Pour être un artiste comme la société veut qu'on soit. Une personne mystérieuse, une personne vertueuse, une personne parfaite. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, si tu te rends compte, c'est que quand un artiste arrive quelque part, la première question qu'on va lui poser en Côte d'Ivoire, on ne va même pas lui demander ton dernier projet, mais on va lui demander est-ce que tu as déjà eu des propositions indécentes? Cette question-là. Wow. Est-ce que vous retenez bien cette question et puis allez regarder tous les interviews des artistes? Surtout même quand c'est des femmes. Est-ce que tu as déjà reçu des propositions indécentes? Pour te dire que les gens sont plus concentrés sur la vie de l'artiste plutôt que sur... C'est ça, c'est sur son art, sur ce qu'il présente. Donc quand vous envoyez un message comme ça et que les gens le perçoivent, toutes ces vibrations, ils vont se dire que finalement, je n'ai pas besoin de montrer ça en fait. Donc, je vais présenter ce que vous voulez là. Mais à la fin de la journée, est-ce que ce que tu fais te rend heureux? Je ne suis pas en train de juger les gens qui font de la musique juste pour avoir de l'argent. C'est une activité comme... C'est une activité. Voilà, tu investis, tu veux de l'argent, il n'y a pas de souci. Au moins, c'est assumé. Mais ce n'est pas tous les artistes qui décident de faire de la musique qui ont cette ambition-là. Il y en a qui ont un réel besoin de partager leur expérience et permettre aux gens d'impacter en fait finalement les gens qui sont autour d'eux. Donc, être dans cette position-là, tu vas le vivre comme une prison, comme une souffrance en fait. Et il faut qu'on en parle. Il faut vraiment que les artistes s'asseyent pour dire que, vraiment, voilà l'industrie dans laquelle on est, voilà mes réalités au niveau de mes parents, je suis obligé de travailler pour financer mon art, pour financer mon rêve, parce que personne ne croit en moi. Voilà. Il faut que ça sorte en fait finalement, que ça sorte, qu'on libère la parole dessus et puis après trouver des solutions parce qu'à la fin de la journée, on n'est pas obligé de s'aimer. Là je parlais du cas où je ne trouvais plus ma place dans un certain environnement, on n'est pas obligé de s'aimer. C'est vrai. Mais on a le devoir en tant que minorité dans cet écosystème de se soutenir, de s'appuyer et d'apporter quelque chose qui va bénéficier à tout le monde en fait. Chacun dans sa ligne. Merci. En fait, quand chacun est occupé à bâtir sa propre maison, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut être conscient, comme tu l'as dit, d'être une minorité et de vouloir avoir une voix qui est écoutée, qui est respectée. Et ça ne peut se construire sur le long terme. Moi, je parle d'une vision long terme ensemble. Après, si chacun veut se séparer, que bien vous fasse, mais je comprends ce que tu veux dire et ça dans toute industrie aussi, c'est important. Alors, on arrive à la fin et pour conclure, moi j'aimerais te demander deux choses. Déjà, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton art aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites pour la musique ivoirienne, l'industrie de la musique ivoirienne, surtout underground, pour les années à venir? Et où est-ce que Midori se voit dans, disons, 2-3 ans? Dans 2-3 ans. Ok, donc la première question, tu as dit, qu'est-ce que je veux que mon art... Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton art jusqu'à présent, à travers Hibernation, Rédemption? Ensuite, où est-ce que tu te projettes dans 2-3 ans, toi, Midori, en tant qu'artiste, tes souhaits pour l'industrie de la musique? Et enfin, peut-être adresser un message à ceux qui nous regardent, qui peut-être sont des artistes déjà, qui ont peur de sauter le pas, qui veulent créer, qui veulent poursuivre cette voie-là, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais qui ont peur
du regard des autres, qui n'ont pas forcément les moyens tout de suite de se lancer. D'accord. Donc, ce que je veux qu'on retienne de Hibernation et Rédemption, c'est que c'est le parcours, c'est un parcours. Oui. Le chemin, j'appelle ça un chemin d'initiation, un rite de passage, une transition qui va de l'âge, on va dire, de l'âge des blessures de l'enfance à la personne adulte, on va dire. Donc, qu'il voit ça vraiment comme une transition, c'est que on est tombé, on s'est relevé, et après, on est libre, parce que la dernière phase de ce projet, c'est la libération. Quand on a fini de se libérer de tout ça, on a fini de tourner la page, on est en conscience, on est prêt à avancer, on sait ce qu'on doit faire, on sait où on veut aller, on est libre dans notre corps et on laisse notre art s'exprimer finalement. Donc la nécessité de guérir, ce n'est pas pour te freiner, parce que certaines personnes peuvent dire que non, ça va me prendre, parce que ça m'a pris pratiquement 3 ans pour faire ces projets, donc 3 ans de guérison, parce que je guéris en même temps que je les sors et que je les produis. La musique pour moi c'est l'archive en fait, c'est ce que je laisse. C'est une trace, c'est mon histoire que tu peux aller fouiller après pour dire que, ah voilà, tu as vécu ça, tu as vécu ça. Comment est-ce que ça miroite avec mon expérience, tu vois. Donc, ils vont se dire que peut-être guérir, ça prend du temps. Oui. Ah, toi, ça t'a pris 3 ans et tout. Toi, ça peut te prendre moins de temps, on ne sait jamais. C'est vrai. Mais ça doit prendre du temps et ça va prendre du temps. Et c'est nécessaire de guérir pour que tu aies les idées claires pour pouvoir avancer, en fait. Sinon, tu vas toujours te plaindre de blocage dans ta vie. C'est-à-dire que ici, là, c'est bloqué. Pourquoi moi, mes relations ne marchent pas? Pourquoi j'arrive pas à te... C'est parce que tu n'as pas encore guéri. Donc, assieds-toi, papa. Assieds-toi, maman. Guéris. Et puis, aie les idées claires pour pouvoir avancer. C'est une nécessité, surtout dans cette vingtaine, où on est en train de se construire, où souvent, tu n'as pas reçu toutes les armes. Moi, je n'ai pas reçu toutes les armes dans ma vingtaine. C'est comme si j'étais en haut d'une falaise, on m'a poussé dans l'eau, on m'a donné juste les théories, comme mon âge là, arrivé dans l'eau là-haut, il fallait que je me débrouille pour être à la surface. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout accepter, tout et n'importe quoi, mais il faut être un peu indulgent parce que c'est tous notre première fois sur Terre. Merci. Mais il y a des choses que tu peux consciemment prendre sur toi d'apprendre. C'est des vérités qui sont universelles. Et comme tu le disais, quand on n'apprend pas une leçon dans la vie, ironiquement, on la revit. Ça peut être dans des situations ou à travers des personnes différentes, mais c'est la même situation, 10 000 fois reproduite avec les mêmes leçons. Et tant que tu n'as pas compris, tu vas répéter les mêmes schémas encore et encore et encore. À chaque fois. Et il y a un moment où tu dois te dire, ok, c'est peut-être moi le problème. Ça suffit. Finalement, introspecter, prendre tes responsabilités. Exactement. Et puis avancer pour toi-même. Pour toi-même. Donc pour l'industrie musicale ivoirienne, moi je souhaite une ouverture d'esprit. D'accord. Une grosse ouverture d'esprit sur les gens. Aujourd'hui, on est beaucoup, généralement les Ivoiriens sont beaucoup focalisés sur un genre. On a laissé couper, décaler. Maintenant, on est focus sur rap. C'est quoi tout ça? Ouvrez un peu. On a ouvrez les vannes. Merci. On veut voir d'autres choses. Et on voit même de jeunes rappeurs qui commencent à venir, qui changent totalement de style, l'écosystème, qui changent leur manière d'écrire, qui ont leurs propres références. Il y a énormément de rappeurs, par exemple, qui sont en train de, même dans cette agglomération, ont du mal aussi même à trouver leur place, malgré que c'est le rap qui est le style qui est le plus écouté, on va dire, actuellement, tu vois. Donc, un peu plus d'ouverture d'esprit, ça c'est un. Et en deux, en même temps, ils vont savoir pourquoi aussi on est assis là, c'est que on compte mettre en place un événement autour de la santé mentale avec toi, Marie-Emmanuelle, parce que tu es présidente de l'association sur la santé mentale, AJA, c'est ça. Et donc, je t'avais sollicité pour qu'on puisse s'asseoir, avoir des spécialistes aussi, que ce soit la thérapie, donc des psychologues qui vont pouvoir venir écouter les douleurs, en fait, des artistes, que ce soit la musique, que ce soit des artistes peintres, que ce soit des sculpteurs, vraiment, en termes de monde artistique, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et pouvoir s'asseoir et pouvoir parler de ce qu'on vit réellement, en fait, en tant qu'artiste. La charge mentale, parce qu'on est dans des sociétés où il y a des minorités, et on voit même ailleurs où il y a des minorités, ils ont ce sens de communauté, où ils s'asseyent, où ils créent des espaces pour pouvoir parler. Trouver des solutions et parler. Merci. Parler parce qu'ils savent que la personne qui est en face de moi vit la même chose. La personne qui est en face de moi est comme moi, donc elle est à même à mieux me comprendre que tout le monde. Donc on a ce même parcours, on a ce même focus,
on a ces mêmes envies de transmuter nos émotions. Venons nous asseoir, parlons de comment est-ce qu'on a créé nos arts, pourquoi, à cause de quel événement dans notre vie, qu'est-ce qu'on subit en journée, comment on arrive à trouver une résilience pour pouvoir continuer de produire de l'art. Et aussi dans cette époque où on est arrivé à des créateurs de contenu. Nous, on fait de l'art, on n'est pas des créateurs de contenu. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter? Parce qu'aujourd'hui, la demande, c'est manufactured, en fait. C'est de l'usine. C'est ça. Comment on arrive à s'adapter à cette demande qui est énorme? Comment on trouve des solutions à cela? Il faut qu'on s'asseye pour en parler. Ça peut bénéficier à des jeunes artistes qui sont intéressés. Et ça peut aussi nous bénéficier dans le sens où on peut se rendre compte finalement, on n'est pas seul en fait dans ce qu'on vit. Parce que moi aussi, ça a été un déclic de me rendre compte qu'il y a des artistes qui ont vécu ce que je vis, ce dont je suis en train de parler. Et qui le vivent même actuellement. Et qui le vivent aussi actuellement. Ou dans le monde. Merci, dans le monde. Et sûrement même en Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Donc il faut vraiment qu'on s'asseye pour en parler. Donc on a un événement dans ce sens en décembre. Donc on va annoncer les dates ultérieurement. C'est ça. Et on va se prendre là-bas pour parler. On va tout dire. D'accord. Alors ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Midori. Je trouve que ton ambition et tes souhaits pour l'industrie de la musique ivoirienne sont vraiment très important. C'est des conversations nécessaires à avoir. C'est bien de voir qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, il y a toute une génération de jeunes artistes qui émergent et qui décident de faire les choses différemment à leur façon. À ne pas toujours attendre de copier aussi les modèles d'industrie chez les autres. On peut créer nos propres codes et c'est ce que je retiens donc de cette interview et de cet échange donc avec. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et suivis et à bientôt pour les aventures de Midori que vous pouvez retrouver sur YouTube, donc podcast Hibernation et podcast Rédemption. Voilà. Et sur ses réseaux sociaux, Midori, sur Instagram et Facebook. Facebook, YouTube. Et puis toutes les plateformes de streaming. À bientôt pour un prochain épisode.